Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce mercredi 28 septembre 2022. Au sommaire, maître Sandra Ndaïzeye, avocate et docteur Christophe Sahabo et son frère Étienne Sahabo viennent d'être transférés à la prison centrale de Mpimba après avoir été interrogés toute la journée de ce mercredi au parquet de Moha. Au sommaire également, arrestation ce mardi de 5 jeunes Imbonerakure accusés de planifier l'assassinat d'un certain Donatien Nzambimana, surnommé Mamesa de la Colline Mousseigny en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. Au cours de cette édition, nous irons à la frontière burundo-rwandaise pour parler des habitants vivant le long de cette frontière qui plaident pour sa réouverture et cela pour la reprise du commerce transfrontalier qui leur était plus rentable. Voilà pour le sommaire. Débutons cette édition sur la page justice, deuxième nuit de détention de maître Sandra Ndaïzeye, avocate et docteur Christophe Sahabo et de son frère Étienne Sahabo. Les deux ont été interrogés toute la journée de ce mercredi au parquet de Moha. Ils viennent d'être transférés à la prison centrale de Mpimba. Le point avec Inès Gakiza. Maître Sandra Ndaïzeye et Étienne Sahabo sont arrivés au parquet de Moha l'avant-midi de ce mercredi. Ils venaient du cachot de la zone Kinindo où ils ont passé cette nuit. Maître Sandra Ndaïzeye a, selon nos sources, été également interrogé sur l'assemblée tenue par les actionnaires privés de l'hôpital Kira au début de ce mois. La dite assemblée, tenue virtuellement, a été attaquée en justice par Charles Ndagijimana, président du conseil d'administration de cet hôpital, reconnu par les actionnaires publics et désavoué par la partie des actionnaires privés, également majoritaire. Il conteste la légalité de cette assemblée. Charles Ndagijimana allègue, précise nos sources, que certains actionnaires n'ont pas participé à l'assemblée et exigerait des preuves de toutes les participations à cette assemblée virtuelle. Maître Ndaïzeye serait interrogé sur son rôle dans la procédure d'authentification des PV de l'assemblée chez le notaire et Étienne Sahabo sur sa participation à l'assemblée comme représentant de son frère incarcéré. Maître Sandra Ndaïzeye et Étienne Sahabo ont été tous arrêtés hier par l'agent du service national de renseignement surnommé Kazungu. Après des heures d'interrogatoire, ils ont passé la nuit au cachot de la zone Kinindo. Après toute une journée d'audition ce mercredi, ils ont été envoyés à la prison centrale de Mpimba, accusés d'avoir forcé des actionnaires à signer le PV de cette assemblée. Pour ce deuxième jour, Dr Sahabo n'a pas comparu. Ont comparu les deux actionnaires, Claver Manongo et Espérance Balanyizigiye, ainsi que Maître Didas Ludaragi, le notaire qui a authentifié les PV de l'Assemblée. Les trois avaient comparu hier avec Dr Christophe Sahabo. Après l'interrogatoire de ce mercredi, ils ont été relâchés. Pour rappel, Dr Sahabo, en détention depuis fin avril, a été réhabilité par cette assemblée des actionnaires privés comme directeur de l'hôpital Kira, l'hôpital étant dirigé depuis son incarcération par le Dr Sylvain Pierre Nzeyimana, qui a été désigné par la partie des actionnaires publics. Maître Sandra Ndaïzeye venait pour le compte de son client, le Dr Christophe Sahabo, de déposer les plaintes contre Dr Sylvain Pierre Nzeyimana et Charles Ndagijimana pour magouille et faux et usage de faux. Toujours à ce chapitre, le régime CNDD-FDD devrait réhabiliter les victimes du troisième mandat illégal qu'il avait lui-même imposé à la population burundaise. C'est la réaction de Maître Janvier Bigirimana suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'EAC, selon lequel ce troisième mandat du président Nkurunziza était illégal. Le juriste Janvier Bigirimana rappelle aussi la répression violente
qui a suivi la contestation de ce mandat. Ce fameux troisième mandat est un mandat qui a été un mandat de la discorde. C'est un mandat où des milliers de Burundais ont été victimes à travers des actes de répression qui ont été opérés de manière systématique à l'endroit des opposants et de tous les Burundais qui étaient assimilés à des opposants. Nous avons donc beaucoup de citoyens qui ont été assassinés et d'autres ayant été emprisonnés arbitrairement au moment où des milliers d'autres ont été soit torturés, portés disparus, au moment où des filles et des femmes étaient violées à la longueur de journée par des Imbonerakure et certains éléments des services de sécurité. Le président Ndayishimiye, tout comme son régime, devrait donc saisir cette opportunité pour essayer de réconcilier les Burundais parce que son mandat de la discorde a semé des divisions entre le peuple burundais. C'est un mandat qui a été à l'origine de dissensions, que ce soit au niveau des partis politiques de l'opposition, mais aussi au niveau d'autres formations politiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders politiques et de la société civile qui sont en exil. Sans oublier beaucoup de Burundais qui ont été victimes de la répression issue de ce troisième mandat. Donc, aujourd'hui, tous les Burundais sont en droit d'attendre une réhabilitation parce que c'est le régime du CNDD-FDD qui était en tort lorsqu'il a fait un forcing pour un troisième mandat, qui était à la fois contre la Constitution et contre l'accord d'Arusha. Toutes ces victimes devraient être indemnisées, elles devraient être réhabilitées, écoutés et protégés par la loi. Maître Janvier Bigirimana demande au président Evariste Ndayishimiye de négocier avec tous les opposants pour remettre le Burundi sur les rails de la paix et du développement. Aujourd'hui également, les Burundais sont en droit d'attendre que le régime en place puisse prendre cette perche qui lui est tendue pour faire un pas vers la réconciliation de tous les Burundais parce que cette décision intervient au moment où les Burundais avaient soif d'une réconciliation et d'une vraie réconciliation. Et nous pensons que le président Ndayishimiye devrait conduire les Burundais vers une stabilité, vers la paix et vers la sécurité qui protège tous en acceptant de négocier avec tous ses opposants. Dans le cas contraire, nous pensons que la décision qui vient d'être rendue risque de ne pas produire les effets escomptés et ce n'est pas les victimes seules qui vont perdre de cette situation où le régime s'entêterait, mais le régime aussi aurait intérêt à ce que le Burundi sorte de la misère dans laquelle il est plongé, tout en envisageant que le Burundi pourrait se remettre sur les rails du développement et de la relance économique lorsque il accepterait, bien entendu, que tous les Burundais soient égaux en droit et en dignité et que tous les Burundais mettent ensemble les efforts pour le développement du pays. Mais s'il est divisé, qu'il y ait des membres du CNDD qui soient seulement considérés comme de vrais citoyens, d'autres étant considérés comme des ennemis, nous pensons que le Burundi plutôt va continuer à se plonger dans un gouffre profond et cela, ça serait dommage. Nous considérons donc que le régime, tout comme les autres acteurs burundais, ont intérêt à ce qu'ils se remettent sur une table de négociation et pour qu'un débat sincère sur tous les défis du Burundi puisse être mené dans l'espoir que les jours à venir seront davantage meilleurs. Les propos de Maître Janvier Bigirimana ont été recueillis par Emile Nibasumba. En page droits de l'homme, le président du conseil communal de Kayogoro est pointé du doigt par les habitants de la place comme étant à l'origine de leur malheur. Ce dernier leur confisque non seulement leurs terres, mais il leur inflige également d'autres sortes de harcèlement et séquestration. Des crimes qu'il commet sans inquiétude de rien car, protégé par son statut, que ce soit au niveau administratif ou celui du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Josiane Mouzaneza nous fait reporter de cet administratif
qui s'est toujours illustré dans différentes violations des droits de l'homme. Ce président du conseil communal d'Okayogoro s'appelle Zaché Misago. Il est originaire de la colline Kiwara, en commune Kayogoro de la province Makamba. Ayant comme diplôme les humanités générales, il était administrateur de la commune Kayogoro juste avant les élections de 2020. Son règne a été caractérisé par plusieurs violations des droits de l'homme et un racisme poussé à outrance. Virulent partisan du parti au pouvoir, il a brillé par sa répression de tout opposant et son régionalisme, un comportement qu'il continue d'afficher jusqu'aujourd'hui, du moins selon les dires de son entourage. Plusieurs habitants de Kayogoro qui se sont confiés à la RPA disent avoir été victimes de la persécution de cette autorité. Parmi les cas portés à notre connaissance, nous allons vous en citer 3. Le premier concerne une famille spoliée de sa terre d'une superficie de 113 mètres sur 114. Il s'agissait d'un champ de manioc qui était prêt à être récolté. Après une année et demie de dur labeur, les propriétaires pensaient en tirer au moins 10 tonnes de manioc et espéraient concrétiser un des projets qui les tenaient trop à cœur. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être réalisé car, quelques jours avant la récolte, le chef de zone de l'époque nommé Boniface Ndikumana a investi ce champ accompagné par des Imbonirakoulés de la place à qui il a ordonné de tout arracher, arguant que l'ordre venait de l'administrateur Zaché Misago. Ce que ce dernier révèle nos sources n'a pas nié, justifiant qu'il a pris cette décision pour cause d'utilité publique, car il projetait de convertir cette terre en cimetière. Jusqu'aujourd'hui, les propriétaires de ce terrain n'ont jamais été indemnisés alors qu'ils vivaient de ce lopin de terre. Le deuxième exemple est celui d'une femme d'un âge très avancé chassée de sa propriété par des Imbonirakoulés et sous la supervision du même administrateur, Zaché Misago. La victime a même été sommée de démolir elle-même sa maison, chose qu'elle a fini par mettre en exécution pour sauver sa peau. En effet, il avait été enfermé à l'intérieur d'une latrine où il a passé plusieurs heures, pieds et mains ligotés. Un autre crime imputé à cette autorité est en rapport avec l'assassinat de plusieurs personnes qui s'étaient installées à Kayogoro, en province de la Tanzanie, où ils travaillaient comme tâcherons. Cela s'est passé au début de l'année 2020, juste avant les récentes élections. Selon nos sources, certains chefs de zone et policiers de la place impliqués furent arrêtés et jugés, alors que le administrateur soupçonné d'être leur commanditaire n'a jamais été inquiété ni interrogé par la justice, malgré les témoignages des habitants qu'il indexait. À la place, il sera plutôt placé à la tête de liste des candidats du parti CNDD-FDD lors des législatives. Député depuis 2020, il occupe également le poste du président du conseil communal de Kayogoro, poste qu'il utilise pour abuser de son pouvoir. Notez que c'est ce parlementaire qui, en complicité de l'actuel administrateur Antoine Daïla-Guidjé, ont demandé le renvoi de 3 infirmiers du centre de santé de Bujondi, lesquels avaient dénoncé le détournement d'1 350 000 francs burundais dérobés à cette structure sanitaire. 2 de ces infirmiers seront mutés ailleurs et le 3e exclu de ses fonctions sans aucun traitement pour une période de 3 mois, une décision prise par la ministre de la Santé, le docteur Sylvine Zeimana, sur base d'un rapport truqué et biaisé que les 2 autorités ont remis au président Évariste Ndayishimiye. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Parlons sécurité à présent. Arrestation ce mardi de 5 jeunes Imbonerakure accusés de planifier l'assassinat d'un certain Donatien Nzambimana, surnommé Mamesa, de la colline Moustegni, en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. Ils ont été arrêtés sur injonction du parquet de Bujumbura. Cependant, l'administrateur de la commune Nyabiraba, qui serait le commanditaire du forfait, jouit encore de sa liberté. Plus de détails avec Elodie Diveremesh. Ces jeunes Imbonerakure arrêtés pour être auditionnés sur les accusations relatives à la tentative d'assassinat d'un certain Donatien Nzambimana, alias Mamesa, de la colline Moustegni, en commune Nyabiraba, sont au nombre de 5, comme ce citoyen de la localité les énumère. Il s'agit des prénommés Benjamin, Chirira, Didier, Mérance et Désiré, qui sont représentants communaux du parti, mais Oral Imoji, ils ont été tous arrêtés. Selon les informations en provenance de la commune Nyabiraba, ces 5 jeunes Imbonerakure ont été arrêtés ce mardi, mais le lieu de l'interrogatoire reste jusqu'ici inconnu. Une situation qui soulève des inquiétudes chez les habitants de cette commune, qui indique que ces jeunes pourraient être conduits ailleurs dans le but de les faire évader, d'autant plus qu'aucune information ne filtre quant à leur lieu de détention. Autre préoccupation de la population de Nyabiraba réside sur le fait que l'administrateur communal Ferdinand Timbananiye ne s'inquiète de rien alors qu'il est accusé par Donatien Nzambimana d'être le commanditaire de son assassinat.
Selon la population, cet administrateur devait lui aussi faire objet d'enquête. Ainsi donc, Donatien Zambima Anastéré, victime d'avoir dénoncé en pleine réunion tenue par le gouverneur de la province de Bujumbura les détournements et malversations des biens de la commune opérés par l'administrateur Ferdinand Simbananiye. Ici, non citerai de détournement du matériel destiné à la construction d'une école moderne et l'argent alloué à la construction du marché communal, le détournement du bétail octroyé à la population par l'ONG Solidarité ainsi que la spoliation de certaines terres domaniales appartenant à la commune. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Nyabiraba, pour recueillir sa version. Merci à toi, Héros du Duvel et Mécha. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Les agents des sociétés de gardiennage doivent rester unis dans la revendication de leurs droits et ne pas être découragés par les problèmes qu'ils rencontrent dans leur métier, car leur union est le seul moyen d'atteindre leurs solutions. Propos de la Linibizi, ancienne membre des organes dirigeants de la COSIBU. Le traitement que subissent les travailleurs des sociétés de gardiennage n'est rien d'autre que de l'esclavage. À cette époque, il est inadmissible qu'un personnel qui travaille régulièrement dans le système de sécurité ne puisse pas bénéficier d'un contrat. Le minimum, c'est qu'il puisse avoir un contrat de travail. Ce personnel, à ce que je vois, est pris en otage par le gouvernement du Burundi, ou le gouvernement en général. Avant de parler de la signature de contrat pour les travailleurs domestiques, ils puissent d'abord éduquer les employeurs. Il faut que le gouvernement s'assure que tous les services disposent d'un mode de fonctionnement qui se conforme à la loi et que tous les travailleurs qui sont au service de l'un ou de l'autre bénéficient de contrats de travail et bénéficient de protection sociale. Ce personnel a toujours crié. Je me souviens qu'en 2019 déjà, il y avait des conflits et au lieu d'écouter le personnel, les sociétés de gardiennage se sont précipitées à les emprisonner, à les arrêter, à les mettre sous suspension. Et tant que alors les travailleurs d'un secteur ne s'organisent pas et eux-mêmes ne défendent pas le droit syndical, ce n'est pas l'employeur qui va les organiser, ce n'est pas l'employeur qui va les défendre. Il faut que les employeurs reconnaissent que les travailleurs ont le droit, mais toujours est-il que les travailleurs de leur côté puissent faire prévaloir ce droit de s'organiser, ce droit de négocier et le fassent conformément à la règle. C'est après que certains agents de gardiennage réunis au sein de la fédération syndicale s'indignaient des menaces sur leur liberté syndicale. Et la Linibizi, qui fut également membre du comité de dialogue social, CNDS, dit également que ce comité fait partie des institutions qui peuvent garantir un soutien à ces agents de gardiennage pour trouver des solutions à leurs problèmes. J'interpelle le gouvernement, le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité publique, d'exiger à tous les promoteurs de sociétés de gardiennage qu'ils organisent ces services conformément au Code du travail. Mais aussi, j'interpelle le ministère du Travail de tenir compte des engagements de l'État du Burundi en matière de protection des travailleurs, en matière de sécurité sociale, en matière de sécurité dans l'emploi, mais aussi en matière en ce qui concerne les conventions de l'OIT sur le droit syndical, mais aussi sur la liberté, la protection du droit syndical et du droit de grève. J'interpelle aussi le gouvernement du Burundi, la présidence de la République, qui a accepté en avril de mettre fin à ce conflit, surtout d'écouter et de donner une issue favorable à ce conflit pour qu'ils puissent écouter ces gens et ramener de l'ordre dans le système des sociétés de gardiennage. J'interpelle aussi les syndicats de ces travailleurs afin qu'ils s'organisent correctement, afin qu'ils demandent conseil à la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, mais aussi au Comité national de dialogue social pour qu'ils puissent correctement négocier leurs droits, mais aussi signer des conventions collectives avec l'employeur. J'interpelle la COSIBU pour qu'il encadre ce syndicat afin qu'il puisse mener ses revendications syndicales, ses revendications sociales conformément à la loi. J'interpelle aussi le Comité national de dialogue social de protéger ce secteur, mais aussi d'aller installer dans ce secteur des comités de dialogue social, de renforcer les capacités des employeurs et des travailleurs dans ce secteur pour que ce conflit en ce qui concerne les droits sociaux, mais aussi les droits syndicaux, puisse avoir une issue heureuse. Parlons des nouvelles de la société à présent. Grogne au sein des habitants du quartier Guihofi-Riral dans la commune Bukemba en province de Rutana qui indique qu'il vient de passer 5 jours sans courant électrique.
Cette population explique que le transformateur qui leur fournissait de l'électricité s'est écroulé suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette localité la semaine dernière. Le point avec Emile Nibasumba. Les habitants du quartier dit Gihofi rural de la commune Bukemba en province Rutana sont dans la désolation totale suite au manque du courant électrique. Ils indiquent que le transformateur situé tout près du nouveau marché a été emporté par les pluies torrentielles dans la nuit de jeudi à vendredi. Actuellement, ceux qui exercent différentes activités enregistrent un manque à gagner considérable selon la population. Les activités commerciales sont pour le moment au point mort. Les ateliers de soudure et de menuiserie ne fonctionnent pas non plus. C'est le cas également des vendeurs de lait qui utilisent des réfrigérateurs ainsi que ceux qui travaillent dans des salons de coiffure. Ces habitants de Bukemba indiquent également que la situation est encore pire avec la pénurie du carburant devenu un casse-tête étant donné qu'ils ne peuvent même plus utiliser des groupes électrogènes. Ils expliquent que ce carburant se trouve particulièrement sur le marché noir à un prix exorbitant. Toutes les activités qui nécessitent de l'électricité ont été suspendues car même les gens qui possèdent des groupes électrogènes ne trouvent plus du carburant. Il y en a qui parviennent à en trouver au marché noir et ça coûte très cher. La population du quartier Gihofi rural demande à la Régie des eaux de s'atteler à ce problème afin que ce transformateur soit rétabli dans les brefs délais. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Régie des eaux dans la province Rutana. Merci à toi, Emile Nibasumba. Dernière nouvelle de cette édition, les habitants de la province de Kirundo vivant le long de la frontière burundo-rwandaise plaident pour la réouverture des frontières. Ils indiquent avoir enregistré des pertes énormes suite à l'interdiction du commerce transfrontalier et ce depuis la fermeture des frontières. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces habitants de la province de Kirundo vivant près de la frontière burundo-rwandaise indiquent qu'avant la fermeture des frontières, ils se rendaient au Rwanda pour vendre quelques marchandises, dont les cultures vivrières ainsi que des animaux domestiques constitués de vaches et de poules. Pendant cette période, ces citoyens indiquent qu'ils enregistraient des bénéfices, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec la fermeture des frontières. Nous nous y rendions pour vendre des produits vivriers et des vaches. C'était un commerce légal car nous passions sur la frontière. Les agents de l'OBR vérifiaient la quantité de marchandises pour le paiement des taxes pour pouvoir continuer. C'était bénéfique dans la mesure où la monnaie rwandaise est 3 fois supérieure à celle du Burundi. Surtout, le commerce de poules nous était très bénéfique. Il faut vraiment qu'ils nous aident pour que ces frontières soient réouvertes et que la vie puisse continuer normalement. Ces habitants de la province de Kirundo demandent que les frontières soient ouvertes afin qu'ils puissent continuer à échanger des marchandises avec leurs voisins du Rwanda. Ces préoccupations des habitants de Kirundo sont également les mêmes pour ceux de la province de Chibitoki qui insistent eux aussi pour la réouverture des frontières pour qu'ils reprennent leur commerce transfrontalier au moment où c'était leur seul moyen de faire vivre leur famille. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi prend fait cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.